Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Soubera, c'est ça? C'est ça, c'est parfaitement ça. C'est ça, j'ai pas fait de bêtises. Salut Thibaut, comment ça va? Eh beh, écoute, ça va plutôt très bien. Enchanté de faire ta connaissance. Très heureux d'intervenir, sur ton podcast. Je pense qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Donc, voilà, en tout cas, merci et puis, allons-y pour cet épisode. Merci à toi d'intervenir et de prendre le temps de répondre à mes quelques questions. Et la première va être toute simple. Est-ce que tu pourrais te présenter, parler un peu de ce que tu fais et quel a été ton parcours dans le monde du sport? Alors donc je suis, Thibaut Soubera, j'ai 33 ans depuis, quelques jours. L'âge, défile, l'âge passe, mais comme on dit, l'âge est équivalent aussi de sagesse. Donc 20, un peu plus de 25 ans, allez bientôt, quasiment la trentaine d'années passées dans le milieu de la gymnastique. Tout d'abord en tant qu'athlète et puis après je me suis prédestiné, dans l'entraînement, donc entraîneur de gymnastique, également préparateur, physique, puisque c'est une double casquette qu'on a en tant qu'entraîneur de gymnastique. C'est-à-dire on est en charge de la partie technique, mais on est également en charge de la partie physique. Donc c'est un petit peu la particularité de notre métier en tant qu'entraîneur de gymnastique. Plus de 15 ans passés dans un cursus de performance, de haute performance. Je dis pas de haut niveau parce que j'ai jamais été sur les listes de haut niveau à proprement dit, mais en tout cas dans un cursus de performance avec, des finales nationales, régulières. Chaque année, je me suis qualifié pour les championnats de France, que ce soit individuel ou équipe, avec un bon nombre de médailles à la clé. Puis j'ai eu l'occasion de participer à quelques tournois internationaux. Donc voilà, une vie sportive, autour de la gymnastique assez riche. J'ai également, dans ma jeunesse, joué un petit peu au foot, parce que, bah, c'était le moment de pouvoir voir un petit peu les copains que je voyais pas forcément beaucoup durant la semaine parce que j'avais un volume d'heures d'entraînement extrêmement élevé, à mon âge. J'étais entre 15 et 20 heures d'entraînement, tu vois, dès la 6e. Donc, ça faisait des semaines quand même très chargées. Du coup, bah, pas forcément évident de voir un petit peu les copains à droite à gauche. Donc le foot était une manière un petit peu de garder le contact avec eux. Et puis, donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gym. J'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui nous ont fait pratiquer beaucoup de sports à côté, mais si tu veux, plus de manière, dans une pratique de loisirs, avec de l'escalade, avec du vélo, avec de la moto, enfin voilà, pas mal de petites choses. Et puis, il y a à peu près, 6-7 ans de ça, je me suis mis un petit peu au triathlon. J'ai fait un petit peu de triathlon, mais vraiment pour le plaisir. J'ai fait 2 Alpha Ironman, mais vraiment plus pour le défi et pour le plaisir que pour la performance. Étant donné qu'on est sur des sports, complètement inversés entre le triathlon et la gymnastique, c'était une manière de se défier et puis d'aller voir un petit peu autre chose. Et je trouve que c'était assez intéressant même, dans la découverte de la culture d'entraînement qu'il peut y avoir dans d'autres sports. C'était assez intéressant. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de mon passif, sportif. Et puis pour mon passif d'entraîneur, et bah, comme je disais, entraîneur de gym, préparateur physique et puis, maintenant depuis, 4-5 ans, j'interviens beaucoup dans le milieu du CrossFit, en tant que consultant sur la partie gymnastique. Donc voilà, j'aide les crossfitters, j'aide les box, les coachs particulièrement, par l'intermédiaire de séminaires, par l'intermédiaire de stages, workshops, de programmation, et surtout de formation. Parce que je pense que c'est l'un des points clés, dans l'évolution d'une pratique sportive, c'est de se former afin de pouvoir toujours, offrir le meilleur, soit pour soi-même parce qu'on est curieux de pouvoir progresser, soit pour les adhérents et pour les personnes que l'on encadre. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Comment s'est fait cette transition entre ton passé de sportif et le fait que tu veuilles te diriger vers l'entraînement? Est-ce que
Tu as su tout de suite que tu voulais entraîner ou alors ça s'est fait, de manière progressive? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai toujours eu dans un coin de la tête de m'entraîner, mais j'étais pas spécialement, parti, pour en faire mon métier, puisqu'à la sortie de mon bac, j'ai fait 2 ans d'école de commerce. Ces 2 ans d'école de commerce, qui m'ont permis de passer mon BTS que j'ai raté. Bon, pour des raisons, on va pas s'étaler sur le sujet, mais j'aurais jamais dû le rater. Il se trouve que je suis tombé sur un jury, peu coopératif au moment de mon oral avec mon plus gros coef. Bref, pour le coup, ça a été une belle opportunité parce que derrière ce BTS m'a quand même beaucoup servi, en termes de business, en termes de développement d'aujourd'hui du travail que je suis amené à faire au quotidien. Et puis, bah, du coup, bah, étant donné que ce BTS m'a pas amené sur une offre d'emploi ou quoi que ce soit, bah, direct, j'avais prévu, en fait, derrière mon BTS, de passer un brevet d'état, gymnastique, donc qui est le BPGEPS AG2F à l'époque, mention A, donc la mention gymnastique. Et puis, bah, pour le coup, derrière, il y a eu des opportunités qui se sont créées pour pouvoir, reprendre l'entraînement, en tant que coach principal dans le club de mon enfance, qui est présidé par mon papa. Donc du coup, l'opportunité était trop belle, donc du coup, je l'ai saisie et l'avantage, c'est que, bah, dans le club dans lequel je suis, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai carte blanche en termes de mise en œuvre de projets et cetera, donc c'était une super opportunité. Donc tu vois, j'y ai foncé, ça s'est fait de manière assez naturelle parce que j'ai toujours eu l'âme de quelqu'un qui aime entraîner, qui aime, coacher, qui aime driver les gens. Donc du coup, ça s'est fait de manière assez naturelle, quoi. OK et du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu entraînes? Alors de manière professionnelle depuis 2012, donc ça fait 12 ans, sachant qu'avant j'entraînais un petit peu si tu veux de manière bénévole et j'étais encore étudiant donc voilà, j'entraînais, quelques heures par-ci par-là. Mais ça fait 12 ans vraiment si tu veux que c'est mon métier, à temps complet donc voilà, une douzaine d'années. OK, j'aimerais rentrer un peu dans le vif du sujet qui est la préparation physique en gymnastique et j'aimerais, qu'on avance au fur et à mesure du podcast, qu'on parte de l'enfant, qu'on aille vers, l'âge plutôt des adolescents et finir enfin vers la prépa physique des adultes et du coup, pour commencer, j'aimerais, parler de la prépa physique chez les enfants. Est-ce que déjà, toi, de ton côté, tu fais de la préparation physique ou de la préparation motrice? Je pense qu'on peut employer un peu les 2 termes et si oui, quels sont les objectifs principaux selon toi pour le jeune âge? Alors, je vais répondre en plusieurs temps, parce qu'il y a plusieurs questions dans ton propos, questions très intéressantes. Hem En fait, ce que nous, on a besoin de déterminer en gymnastique, on se cale, si tu veux, plutôt sur les périodes de construction, de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte, comme tu l'as bien dit. Et nous, on parle plutôt, si tu veux, en pré, in et post-puberté parce que, on va avoir des impacts qui vont être différents, que ce soit, sur cette période pré, in et post-puberté qui vont être différents, donc des réceptions, en termes de travail, qui vont être des orientations, pardon, en termes de travail qui vont être différentes en fonction de ces périodes, puisque les enfants seront en capacité de percevoir et de recevoir l'effort de manière différente en fonction de ces périodes. Donc il y aura des périodes préférentielles, qui seront à respecter, ne serait-ce que déjà par rapport à la croissance, par rapport à la construction, musculaire au sens général du terme. Donc quand je parle de construction musculaire, je parle de construction, du muscle, mais également de tout ce qui est l'appareil ostéotendineux. Donc il va falloir être extrêmement vigilant là-dessus parce qu'on va avoir des pics de croissance, des pics, hormonaux qui vont nous guider, nous orienter un petit peu à travers ce chemin-là. Quand je disais, pré, in et post-puberté, on va avoir également des différences entre, les gymnastes masculins et les gymnastes, féminines. Pourquoi? Bah, parce que la construction, hormonale fait que, on ne sera pas sur les mêmes zones préférentielles. Étant donné également que les gymnastes féminines ont une durée de carrière qui est en principe un petit peu plus réduite par rapport aux garçons, ça va demander d'arriver à maturité de manière un petit peu plus précoce que chez les masculins. Donc, tu vois, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et à prendre en charge lorsqu'on est, dans l'entraînement chez les enfants.
Quand on parle de préparation physique, oui, oui, moi je parle de préparation physique. J'ai aucun, pour moi, c'est pas un gros mot. Pendant très longtemps, on a pensé que faire de la préparation physique chez les enfants, c'était quelque chose de mauvais, qui pouvait être délétère pour leur croissance et cetera. On entend aujourd'hui encore ce discours, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont prouvé que, c'était pas «délétère» entre guillemets de faire de la préparation physique, bien au contraire. Encore faut-il que celle-ci soit maîtrisée, soit bien contrôlée. Et du coup, oui, oui, je fais de la préparation physique. Donc c'est de la préparation physique, comme je vous disais, elle s'adapte en fonction de ces différentes, périodes préférentielles de construction d'un individu. Avec dans un premier temps sur la période, enfance, sur la période de l'enfance, c'est-à-dire de 6 à 8-10 ans, on va être, allez peut-être même on peut pousser un petit peu plus jusqu'à 11-12 ans. On va être vraiment sur le développement pardon, des qualités motrices, générales. Donc on va développer la force, on va développer la souplesse, on va développer la coordination. On va développer toutes ces choses-là, mais de manière assez équivalente et assez bien répartie parce qu'on sait très bien que sur cette période-là, le développement de la force chez un enfant n'est pas forcément très, très réceptif à cette période-là sur le développement de la force. Néanmoins, on va commencer à aborder ça un petit peu, notamment avec tout le travail de posture, avec le travail de renforcement abdominal, de renforcement des structures de base, des structures élémentaires, avec les différents patterns très basiques, tels que le pattern de poussée, le pattern de tirage, le pattern autour du squat, de la flexion. Donc voilà, toutes ces choses-là, on va commencer à les mettre en place progressivement. Et surtout, ce qui va être important sur cette période-là, c'est de les amener vers un niveau d'autonomie dans ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire leur apprendre à être autonome, leur apprendre à comment se construit un entraînement, comment on le gère. Alors attention, hein, ça reste sur des choses très très simples, mais on leur apprend déjà à être autonome dans l'organisation, dans l'installation de leur matériel, et cetera. Parce que c'est une période où les enfants sont capables d'absorber beaucoup et d'apprendre beaucoup. Et surtout, c'est une période sur laquelle on va pouvoir, créer et générer pardon, des automatismes, qui par la suite, leur serviront tout le reste de leur carrière, sportive, qu'elle soit dans la gym ou ailleurs. Donc ça, c'est vraiment une première partie. Ensuite, on va avoir une deuxième partie qui va là où on va rentrer un petit peu plus de manière un petit peu plus significative dans l'adolescence. Donc là, on va être entre 12 et 18 ans. Alors attention, hein, il y a jamais de «vérité» entre guillemets, hein, mais ça permet de déterminer un petit peu une plage d'âge, même si chez certains, ça va être un petit peu plus tard, d'autres chez qui ça va être un peu plus tôt, ce pic d'adolescence, ce in puberté. Donc là, on va commencer à rentrer de manière un petit peu plus spécifique dans l'activité. On va garder un côté généraliste, mais on va commencer déjà à intégrer des choses beaucoup plus, heu, beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus orientées sur la discipline. Et puis, dans la partie, post-puberté, une fois que toutes les «cylindrées» entre guillemets seront en ligne, et ben, là, on va commencer à être dans du travail, très spécifique avec de la force, avec du développement, avec de la charge additionnelle et cetera. Mais là, encore une fois, on respectera un petit peu la morpho-anatomie de chacun parce en fonction de la morpho-anatomie et des différentes typologies, de chaque individu qu'on va avoir en face de nous, il va y avoir forcément des variations autour de cette préparation physique. OK, c'est super intéressant. J'aimerais revenir un peu sur ce que tu as dit pour l'entraînement de l'enfant. Tu as énoncé le fait qu'il fallait développer beaucoup leurs habiletés motrices, parce que c'est un âge, très intéressant. Quel type de situation tu utilises pour développer ces habiletés motrices? Est-ce que c'est des situations issues de la gym? Est-ce que tu vas chercher dans d'autres disciplines sportives? Et deuxième question un peu en lien, quel type de matériel tu utilises? Est-ce que tu utilises des élastiques, le poids du corps, des poids, pourquoi pas, des poids légers? Comment tu t'y prends? Alors, comme je le disais, c'est une période d'âge préférentielle sur laquelle les enfants vont créer et vont générer beaucoup d'adaptations et du coup, il va falloir, à la fois être intelligent dans le fait qu'ils puissent prendre le temps de s'adapter à certains outils et à la fois, varier le type d'outils pour varier les sollicitations, pour varier les adaptations et faire en sorte que, ces enfants puissent disposer, moi c'est une expression que j'utilise beaucoup,
d'une boîte à outils la plus large possible. Donc, quand je parle de boîte à outils, c'est d'être capable de maîtriser un petit peu les différents outils attraits à la préparation physique, de telle manière à ce que derrière, on puisse s'en servir de manière plus ou moins importante en fonction des périodes préférentielles, comme je l'ai cité précédemment. Donc, en effet, beaucoup de travail au poids de corps avec l'utilisation des agrès gymniques. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'un enfant à 6 ans, quand il vient faire de la gymnastique, il ne vient pas pour faire de la préparation physique. Néanmoins, la gym étant une activité où le corps est son propre vecteur de mouvement, et ben forcément, il va falloir développer des facultés, des acuités physiques assez importantes pour pouvoir déplacer son poids de corps dans les différents plans de l'espace. Quand je dis déplacer, dans un premier temps, c'est déplacer, mais ensuite, par la suite et dans l'évolution de la discipline, il va falloir même être en capacité de propulser, de s'auto-propulser dans l'espace. Donc, il va falloir bénéficier de qualités physiques assez importantes. Donc, beaucoup de travail au poids de corps dans un premier temps, déjà pour enregistrer et développer les différents patterns de mouvement dans les bonnes dispositions, c'est-à-dire être capable d'aller dans des amplitudes complètes, de pouvoir maîtriser la technique de certains outils et de certaines méthodologies. Depuis peu de temps, depuis que je suis arrivé un petit peu dans le milieu du CrossFit, j'utilise pas mal aussi l'outil haltéro, le travail d'haltéro, sachant que l'outil haltéro, je l'utilise très souvent avec des charges extrêmement basses, très souvent barre à vide, notamment chez les tout petits. J'utilise beaucoup le travail autour du kettlebell aussi, qui est assez intéressant pour les tout petits, parce que la forme était assez ergonomique, assez simple d'utilisation. On peut faire déjà des choses très, très intéressantes avec des outils tels que la barre et le kettlebell, de temps en temps des dumbbells. Beaucoup de travail avec les élastiques, du travail avec de la corde à sauter aussi pour intégrer très progressivement, sans que ça soit trop traumatique, du travail de corde à sauter, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas de corde à sauter en termes de plio, c'est quelqu'un qui a quand même vraiment rien compris à ce que c'est que la plio, parce que c'est vraiment un outil de base. Donc, étant donné que nous, on va faire, notamment chez les gymnastes féminines, beaucoup de travail en percussion et beaucoup de travail en percussion plus absorption de la charge de poids de corps, ce travail de corde à sauter va être assez intéressant. On ne va pas commencer tout de suite par de la pliométrie haute et à haute intensité avec des impacts qui sont importants, parce que les structures ostéotendineuses ne sont pas encore bien formées. Donc, ça serait traumatisant, ça serait trop traumatisant de faire ce genre de choses. Donc, on va commencer, comme je le disais, avec des choses simples. Et puis après, comme j'ai pu l'évoquer en début de phrase, l'utilisation des outils tels que les anneaux, la barre fixe, la barre asymétrique, les barres parallèles, enfin bref, tous les outils qu'on va avoir à notre disposition dans la salle. Et puis, même dans certains cas, il m'arrive très très souvent, je suis d'ailleurs assez connu pour ça, de créer des outils qui vont créer des sollicitations qu'on n'aura pas forcément avec des outils qui sont déjà existants. Donc moi, j'aime beaucoup jouer justement avec la création d'outils pour rendre les choses un petit peu plus à la fois stimulantes et à la fois plus ludiques. Parce que comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on a des enfants en préparation physique, un enfant, il vient pour faire de la gym, il vient pas pour grimper une corde ou pour faire de la préparation physique. Donc il faut arriver à amener cette approche ludique et désacraliser un petit peu cette notion de préparation physique, afin que ça soit un petit peu plus tolérable et acceptable pour des enfants. Voilà un petit peu comment j'utilise l'outil préparation physique chez les enfants. Mais encore une fois, il faut être très malin, parce qu'aujourd'hui, on est face à des enfants qui bougent de moins en moins. On est face à des enfants qui sont de plus en plus feignants. J'ai pas peur de le dire, donc c'est pas forcément toujours évident. Et puis, on est face à des enfants aussi, comme je le disais, qui bougent de moins en moins, qui sont de moins en moins sollicités dans leur cadre familial, et cetera. Aujourd'hui, je suis obligé d'apprendre à des enfants à faire de la corde à sauter à l'âge de 10-12 ans, alors qu'il y a 10 ans de ça, j'avais des petites à 6-7 ans, elles savaient, je leur donnais une corde à sauter, elles savaient déjà faire, quoi. Pourquoi? Parce qu'à la maison, elles en faisaient, elles étaient sollicitées, et cetera. Donc j'ai vu un gros, gros changement, notamment par rapport à ça, qui fait que notre tâche d'entraîneur et de préparateur physique est de plus en plus, pas complexe, mais en tout cas est de plus en plus dense, parce qu'on se retrouve à devoir
apprendre beaucoup plus de choses à des enfants par rapport à ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Tu as anticipé un petit peu ma deuxième question. Je voulais te demander comment tu arrivais à rendre plus ludique, à rendre plus engageantes tes situations. Du coup, tu as parlé du fait que tu mettais en place certains outils. Est-ce que tu as d'autres méthodes, d'autres stratégies? Ça peut être du verbal, du non-verbal. Je sais pas, aménager des situations. Est-ce que tu as d'autres méthodes comme ça pour que les enfants s'investissent davantage dans la prépa? Ouais, 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 j'ai un quelque chose que il faut essayer d'être beaucoup dans le jeu dans garder un aspect, très ludique. Je mets beaucoup de challenge, j'essaye beaucoup de challenger les enfants. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a l'aspect à la fois, purement préparation physique et puis tu as l'aspect aussi, psychologique, mental, où aujourd'hui les enfants, il faut pas trop les confronter à la difficulté, tu vois? Donc c'est un peu, compliqué. Pardon. C'est un peu compliqué, dans le sens où, aujourd'hui, ils sont challengés, à mon sens, de partout, mais en fait, ils sont challengés nulle part. Pourquoi? Parce que, tu prends le challenge qu'il y a à l'école. En gros, on les challenge pas sur leur capacité à avancer, à progresser et à évoluer, mais on les challenge sur leur capacité à il faut être bon. Si tu veux, on ne leur apprend plus aujourd'hui, enfin, on nous l'a jamais, l'école nous l'a jamais trop appris d'ailleurs. L'école nous apprend pas, nous impose au fait qu'il faut qu'on soit bon. Et si tu veux, il faut pas échouer. Si tu veux, l'échec, tu sais, c'est pas bien. C'est pas bien d'échouer. Or, l'échec est une étape de construction incontournable dans la progression et dans la future réussite. Tu sais, moi, j'avais une phrase qu'un de mes entraîneurs m'avait dit quand j'étais petit, qui je trouvais assez intéressante, une phrase un peu bateau, mais très intéressante, qui m'avait dit, tu sais, avant d'apprendre à gagner, il faut apprendre à perdre. Et en fait, cette phrase, elle est très intéressante parce qu'en fait, c'était pas forcément dans le cadre compétitif, mais c'était dans l'idée de nous apprendre de dire, avant de réussir, tu vas passer par beaucoup d'échecs. Et aujourd'hui, tu vois, dans la génération dans laquelle on vit à l'heure actuelle, c'est très compliqué pour les gens d'être en échec. Et les gens pensent qu'en fait, on va toujours être en réussite. Sauf que la particularité, la spécificité de la gym, c'est qu'on passe finalement beaucoup de temps à être en échec pour finalement peu de temps où on va être en réussite. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à inverser un petit peu la tendance et faire en sorte que chaque gamin ait son petit moment de réussite au quotidien. Donc, bah, des fois, si tu veux, quand on est dans des phases avec des enfants où c'est un petit peu compliqué, tu vois, il y a des phases de fatigue, il y a des phases de démotivation, etc. Je vais faire en sorte de simplifier certaines situations ou de détourner certaines situations pour les mettre en situation de réussite. De telle manière à ce que tu veux, si tu veux, chaque enfant finisse sa séance quotidienne en ayant eu un moment de réussite. Et ça, je trouve que c'est hyper important, tu vois. Et c'est un truc, tu vois, auquel je ne pensais pas forcément avant. Et j'ai eu l'occasion d'écouter un podcast incroyable avec Patrick Mouratoglou qui expliquait justement que l'idée, c'était de faire en sorte que chacun de ses joueurs au quotidien ait son petit moment de réussite. Alors, ça pouvait être sur le plan tennistique ou ça pouvait être. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, juste la petite aparté, Patrick Mouratoglou, c'est l'entraîneur c'était l'entraîneur de Serena Williams et de multiples champions. C'est l'un des plus gros entraîneurs de tennis à l'heure actuelle et sur les 10-15 dernières années. Et du coup, il disait, des fois, ça peut être sur des choses très simples, mais le fait de simplement arriver à se lever 5 minutes avant son réveil, bah, ça, c'est une victoire en fait. C'est une petite victoire. Donc, c'est pas forcément sur le plan tennistique, il disait. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est que j'essaye pas forcément de le faire sur le plan gynique, mais j'essaye de le faire sur d'autres plans. Donc, tu vois, c'est ce qui est hyper important aussi, c'est d'essayer de s'intéresser à l'humain aussi, tu vois, plus qu'au gymnaste que tu vas avoir en face de toi. Et des fois, bah, quand l'entraînement sera vraiment mal placé, et bah, prendre le temps de discuter avec le gamin et tu vois, d'arriver à trouver quelque chose de positif dans sa journée, de telle manière à ce que le lendemain, ils reviennent et qu'ils se disent bon, bah, en fait, même si ça ne s'est pas bien forcément passé dans ma séance de gym, bah, au moins, j'ai eu quand même quelque chose de positif dans ma journée. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément, tu vois, en tant qu'individu, en tant qu'adulte, etc. Tu vois, moi, je viens d'être papa là depuis peu de temps. Mon petit a 6 mois. Mais je vais essayer de faire en sorte que chaque jour, il arrive à trouver quelque chose de positif dans sa journée. Et tu vois, et de valoriser ça. Sans forcément dire que bah, il faut toujours être en réussite, mais en tout cas, arriver à trouver des points sur lesquels se raccrocher en disant bah,
peut-être qu'aujourd'hui, j'ai peut-être pas été bon là-dessus, mais par contre, là-dessus, j'ai quand même été en réussite. Et ça, tu vois, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est des petites techniques, tu vois, qui permettent des fois de relativiser le fait que sur l'entraînement, ça ne soit pas forcément bien passé ou ça n'a pas forcément été un entraînement très agréable. Tu vois, en début de saison, on fait beaucoup de préparation physique. Un gamin à 6 ans, il ne vient pas faire de la préparation physique, tu vois. Il vient pour faire de la gym, il vient pour faire des saltos, il vient pour se suspendre, pour sauter, etc. Donc, il faut arriver à lui faire accepter ça en le challengeant. Et puis après, voilà, comme je te disais, je challenge beaucoup, même les enfants, les uns avec les autres. Mais en essayant de leur faire comprendre que il faut que la compétition soit là, mais qu'elle soit saine. Au sens où, si tu veux, il faut arriver à gagner l'autre pour que l'autre ait envie de se surpasser et envie de le gagner à nouveau. Tu vois, je ne sais pas si tu vois l'image un petit peu que je te propose, Mhm. mais l'idée, c'est un petit peu celle-là, de les challenger entre eux pour qu'ils se tirent vers le haut mutuellement et qu'on crée une émulation qui soit à la fois la plus forte, mais à la fois la plus saine possible. Ouais, c'est super intéressant. J'aime beaucoup ta manière de penser sur l'individu. C'est des fois quelque chose qu'on voit, mais pas régulièrement, je trouve. Donc c'est intéressant que tu le mettes en avant. Et j'aimerais, ça reste un peu dans le même sujet, le rôle des parents du coup, dans la construction de l'enfant. On sait que bon, des fois, il y a des parents, ils mettent juste leur enfant dans le sport comme ça. Est-ce que toi, tu échanges avec les parents? Est-ce que tu leur donnes des billes, je sais pas, pour qu'à la maison, les enfants, ils bougent, ils vont faire diverses activités? Est-ce que tu échanges avec les parents sur ce point-là? Alors, c'est une question très intéressante et sur laquelle je parle très souvent, que ce soit dans les podcasts ou dans diverses interventions que j'ai pu faire là-dessus, de l'importance et du rôle du cadre familial, qui est, à mon sens, capital. Je ne vais pas te dire que c'est 80% de la réussite d'un gamin, mais peut-être pas bien, hein. Encore une fois, c'est toujours difficile de balancer des chiffres comme ça, hein, mais à mon sens, c'est quelque chose d'ultra, ultra, ultra important. Pourquoi? Parce que pour moi, les parents ont un rôle capital dans la construction d'un enfant, que ce soit sur le plan de l'exemplarité, du modèle. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il fait par mimétisme. Donc, tu peux être quasiment certain que si les parents sont des baltringues, tu peux être quasiment certain que les enfants derrière vont être à peu près de la même trempe. Et tu peux être quasiment sûr et certain que si tu as des parents qui tiennent grave la route, des gens qui sont disciplinés, des gens qui ont un cadre de vie bien mené, bien propre, entre guillemets, c'est même si le mot est peut-être pas forcément bien choisi, mais en tout cas, c'est clean en termes de gestion du quotidien, en termes de discipline, en termes de rigueur sur des choses assez simples, élémentaires. Tu peux être sûr derrière que les gamins, ça va suivre. Moi, aujourd'hui, tu vois, euh, quand on me pose la question comment tu fais pour arriver à détecter des gamins, tu as l'aspect physique, tu as l'aspect technique, machin, etc. Mais la première chose que je regarde maintenant, c'est le cadre familial. Parce que j'ai tellement été, alors pas déçu au sens de la déception propre du terme, mais j'ai tellement vu des gamins qui avaient un talent incroyable, des qualités hors normes, mais qui derrière n'avaient pas de cadre familial et derrière chez qui ça dure un temps et puis ça s'effondre très vite parce que les parents t'expliquent qu'ils n'ont pas que ça à faire d'emmener leurs enfants à l'entraînement, parce que les parents t'expliquent que leur vie, c'est pas le sport de leur vie, c'est pas la pratique sportive de leurs enfants, machin, etc. Enfin bon, je t'en passe, hein, tu vois de quoi je veux parler. Euh, que derrière, ça dure pas longtemps. Et des fois, tu te retrouves avec des gamins qui ont peut-être un petit peu moins de talent, tu vois, un peu moins de qualité physique et de talent intrinsèque, mais qui derrière ont un vrai cadre familial avec des parents qui suivent, qui accompagnent, où derrière, il y a une hygiène de vie, il y a, tu vois, tout un suivi sur des choses qui peuvent paraître très élémentaires, mais un bon sommeil, une bonne nutrition, des enfants qui sont stimulés à la maison sur le plan cognitif, comme sur le plan tu vois, de découvrir sans arrêt de nouvelles choses. Et ça, c'est des gamins, tu vois, qui vont réussir. Là, tu vois, j'ai l'exemple d'une petite là qui a fait championne nationale en barre asymétrique il y a très peu de temps, là, il y a une semaine et demie, 2 semaines. Et c'est une gamine, personne n'aurait mis un paquet de cacahuètes sur elle il y a 10 ans de ça. Et en fait, moi, j'ai tout de suite vu que c'était une petite qui était très travailleuse, avec disciplinée, avec un cadre familial extrêmement solide. Et derrière, tu vois, ça a pris beaucoup de temps. Mais par contre, quand c'est arrêté, tu vois, ça paye. Ça paye, c'est carré. Et tu sais que c'est une gamine. Là, l'année prochaine, je vais malheureusement
entre guillemets, la perdre parce qu'elle va partir dans ses études supérieures, mais c'est très bien, je suis très content pour elle. Mais tu vois, ça aura duré quasiment. C'est une petite que j'ai récupérée à l'âge de 7 ans, et tu vois, qui va partir à 18 ans, quoi. Donc, c'est 11 ans de relation entraîneur-entraîné. Tu vois, c'est long, hein, 11 ans. 11 ans pour un athlète à supporter toujours le même entraîneur, à blairer tout le temps la même tête au quotidien. Tu vois, c'est une mission, quoi. C'est une mission. Mais Mm. oui, le rôle des parents, il est capital. Moi, tu vois, je le vois dans ma propre pratique personnelle. Mes parents ont eu un rôle juste exceptionnel dans ce que j'ai pu faire et dans les accomplissements que j'ai pu avoir, tant sur le plan sportif que sur le plan professionnel. Donc oui, 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 c'est le cadre familial, il est capital. Et tu vois, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as entendu parler un petit peu des soucis qu'il y a pu avoir dans le milieu de la gymnastique avec des gros clashs, avec des clubs qui ont été laissés de côté, des petites qui n'étaient pas sélectionnées en équipe de France parce que pas dans les structures fédérales, machin, etc. Et en fait, je me dis, mais comment réfléchissent les gens à la tête d'une fédération, tu vois? Ils ont en fait pas compris que le cadre familial et le cadre dans lequel tu évolues quotidiennement, il est capital dans la réussite, dans le bien-être. Parce que tu sais qu'un gamin qui psychologiquement est bien dans ses pompes, est bien dans sa tête, qui a son entourage à ses côtés, mais tu sais qu'il va performer 10 fois plus qu'un gamin qui est loin de sa famille, qui est dans un cadre qui est pas forcément préférentiel par rapport à sa manière d'être, à sa manière de faire. Donc voilà, tu vois, c'est quand même quelque chose pour moi de capital. Si tu veux qu'un gamin il réussisse, il faut qu'il ait un environnement qui soit le plus sain et le plus proche possible de ses attentes. Ça, pour moi, c'est quelque chose de capital. Et donc, pour répondre à ta question, oui, les parents jouent un rôle essentiel dans dans la réussite des enfants. Et pour terminer sur cette question, tu vois, je me rends compte aujourd'hui que les gamins, c'est très compliqué d'arriver à les driver, mais parce que la plupart des parents sont d'un niveau de pénibilité, mais c'est hors norme. Tu as des parents, tu vois, moi j'ai des parents qui m'ont expliqué que sortir de leur voiture et faire 50 mètres pour accompagner leur gamin jusqu'à la porte du gymnase, eux, en fait, ils n'ont pas le temps. Mais enfin, tu vois, tu te dis, mais dans quel monde on vit? Donc, tu te dis bien que ces gamins, à un moment donné, pour eux, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que si même tes parents ne font pas l'effort de t'accompagner jusqu'à la porte de l'entraînement, venir saluer l'entraîneur, demander comment s'est passé l'entraînement, machin, etc., t'imagines bien que derrière, c'est quand même compliqué. Mais par contre, le jour où il va y avoir un souci pour raison X ou Y, ça sera les premiers parents à venir te dire ouais, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, et tu fonctionnes comme ci, et que tu fonctionnes comme ça. Mais mec, viens en fait, viens tous les jours voir ton gamin 5-10 minutes avant. Tu vois, moi, alors, ça peut amener à des situations des fois qui ne sont pas forcément top, mais j'y tiens quand même de toujours garder les 10 dernières minutes de l'entraînement. Je laisse les portes ouvertes du gymnase, de telle manière à ce que tu vois, les parents ils puissent voir leurs enfants, machin, etc. Tu as envie de leur dire, viens voir en fait, viens voir comment ça se passe à l'entraînement. Au lieu de critiquer, au lieu de penser que ton gamin c'est un ange, machin, etc., et qu'il est adorable, viens voir comment ça se passe. Et puis, tu verras, tu te rendras compte que finalement, l'entraîneur, il est peut-être pas forcément toujours en tort. Alors, des fois, ça arrive, hein, tu vois, je peux être en tort. Des fois, voilà, c'est quand on est des êtres humains, donc des fois, tu vois, on fait des erreurs. Mhm. Mais tu vois, ça montre l'intérêt des fois que certains parents peuvent avoir. On vient, on attend dans la bagnole, on pose notre gamin, on attend qu'il revienne à la sortie de l'entraînement. Et tu vois, moi, maintenant, en fait, je laisse plus sortir les enfants directement de l'entraînement, pour diverses raisons, hein, tu vois, le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, même si on est je vis dans un petit village, tu n'es jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc, déjà, je leur impose. Et tu vois, rien que de leur imposer ça, et les gens, tu vois, tu sais, ouais, tu fais chier, ça me fait descendre de ma voiture. Mais gars, on est en train de parler de tes enfants. Tu n'as pas 2 minutes pour sortir de ta voiture et venir chercher ton enfant à sa pratique sportive. Donc, du coup, tu vois, quand tu sais que tu es dans ce cadre-là, tu sais qu'à un moment donné, ça va être compliqué. D'autant plus qu'en gym, si tu veux à un moment donné performer, il faut être sur un volume horaire d'entraînement assez important. Donc, quasiment s'entraîner quasiment 4, 5, voire 6 fois par semaine. Donc, tu imagines bien que ces gens-là qui ne veulent pas descendre de leur voiture pour venir chercher leur enfant, amener leur gamin 4 à 5 fois à l'entraînement par semaine, tu vois où ça peut aller, quoi. C'est très, très pertinent et tu mets en avant je pense qu'on peut appeler ça comme des problématiques, parce que sur le long terme, comme tu dis, sur du court terme, ça change peut-être pas grand-chose, mais cumulé sur du long terme, ça peut déborder. Ça peut être Et du énorme. coup,
Ouais, et puis sur l'adolescence ou même plus tard, du coup, il peut y avoir des soucis. Et du coup, ça Bah, tu nous vois amène l'anecdote? sur. Je vais Vas-y. rebondir. Alors, je ne sais pas si ta question, elle est portée sur ça après, mais du coup, je rebondis des fois on enchaîne sur une question un petit peu différente. Ça permettra peut-être de clôturer cette thématique. Tu vois, moi, je me suis retrouvé avec des gamins qui performent, tu vois, jusqu'à 14, 15 ans. Et puis, à 14, 15 ans, tu vois, qui commencent à sortir un peu à droite, à gauche, aller dans les balles, machin, etc. Et tu vois, et des parents qui te disent, donc c'est des gamins, tu vois, qui avaient un cadre. Et dès que tu vois ce cadre qui est assez drastique en gym, dès qu'on commence à les sortir de ce cadre, tu te retrouves avec des gamins qui commencent à divaguer un petit peu à droite à gauche, tu vois, à faire deux, trois petites conneries, des choses qui sont pas très graves, tu vois, qui commencent à picoler un peu, tu vois. Moi, j'estime qu'un gamin à 15 ans qui commence à picoler, tu vois, moi, ça me pose un vrai problème. Alors, tout le monde va me dire, ouais, mais toi, t'es vieux jeu parce que t'as jamais bu, machin, etc. Oui, très bien, ok, mais je le redis, un gamin qui à 15 ans commence à sortir un week-end sur deux et à picoler, à picoler un week-end sur deux et qui rentre des fois dans des états qui ne sont pas forcément très convenables à 15 ans, et bah, tu vois, tu as des parents qui vont te dire: «Ouais, mais il faut bien que jeunesse se fasse». Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, tu vois, ma jeunesse, elle s'est très bien faite, comme plein de copains, tu vois? Mais par contre, derrière, je sortais pas, dans des balles à 14, 15 ans et aller mettre des murges, quoi, tu vois? Et c'est là où, tu vois, il y a une vraie problématique et c'est là où, tu vois, alors on peut traiter de vieux con, de réac, de ce que tu veux, mais j'en ai rien à foutre, je le vis très, très bien. Et j'aimerais bien qu'on continue à me traiter comme ça pendant très longtemps d'ailleurs. Au sens qu'un gamin, avant 17, 18 ans, il a rien à foutre dans un bal et il a rien à foutre à picoler, en fait. Donne-lui un cadre de vie. Explique-lui qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Mais en fait, tu as des parents qui baissent tellement les bras et qui préfèrent tellement que leur gamin, il aille faire la fête à droite à gauche et que ça demande aux parents finalement pas trop d'engagement, si ce n'est que d'emmener leur gamin au bal une fois par semaine, le samedi soir, machin, et d'aller le récupérer, et encore quand ils vont les récupérer, qu'en fait, tu sais, tu te fais traiter de vieux con. Ouais, mais t'as rien compris. Toi, t'es un vieux réac, t'as rien compris. Ça me fait chier de 33 ans, tu vois, d'être traité de vieux réac, mais c'est pas grave. Tu vois, comme je le disais, je le vis très bien. Je le vis très bien parce qu'aujourd'hui, moi, je sais ce que le sport, la construction du sport m'a apporté, la rigueur et la discipline que ça m'a apporté. Et aujourd'hui, moi, tu vois, sur des choses, chez certaines personnes chez qui ça demande un effort, ça demande de la rigueur, de la discipline. Pour moi, c'est quelque chose de complètement inné. C'est quelque chose de complètement inscrit dans mon quotidien. J'ai une femme, tu vois, c'est pareil. Elle a eu un peu elle a eu la même éducation que moi, même une éducation, je pense, encore un petit peu plus carrée à la maison, parce que des parents qui étaient dans le monde agricole, qui travaillaient beaucoup, beaucoup d'heures de travail, etc. Et derrière, qui a fait du sport un petit peu comme moi, avec des volumes très importants et un niveau assez conséquent. Et derrière, tu vois, des fois, quand on discute et qu'on se dit, mais putain, mais on vit dans quel monde? Des fois, tu vois, on a l'impression, nous, d'être déconnectés, tu vois, par rapport aux autres. Mais c'est pas grave, tu vois, on vit bien cette déconnexion parce que tu te rends compte que, ben, en effet, si tu lâches à certains instants clés de la construction des gamins, et notamment, comme tu me le demandais, à la période de l'adolescence, derrière, ça peut très, très vite, très, très vite être compliqué. Et tu sais, tous les parents qui m'ont donné des grandes leçons et qui m'ont dit, ouais, mais de toute façon, tu n'as pas d'enfant, donc tu peux pas savoir, tu peux pas comprendre, machin, etc. Et on verra le jour où tu auras des enfants. Oui, ben on verra. On verra, en effet. Bah, là, tu vois, j'y suis, et on verra. Forcément, il y a des choses sur lesquelles tu fais des concessions, mais par contre, il y a d'autres sur lesquelles je ne vais pas en faire. Crois-moi que ça va peut-être être difficile, il va peut-être falloir s'accrocher. Et en fait, les gens aujourd'hui, ils n'ont plus envie de s'accrocher, donc ils préfèrent prendre la facilité et puis baisser un petit peu les bras. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, je pense qu'il faut s'y astreindre euh, pour le bien des gamins, quoi. Tu vois, c'est capital. C'est vrai, tu fais bien de le mentionner. Et du coup, pour retourner un petit peu sur la partie prépa chez les ados, les ados que toi tu as, est-ce que tu vois des différences par rapport à certains enfants qui ont eu une éducation sportive comme tu as pu leur apporter avec la prépa, Mm. etc., comparé à d'autres qui en ont pas eu ou qui arrivent en cours d'année? Est-ce que tu vois vraiment sur le terrain de réelles différences entre ces deux types de sportifs, on va dire, pour Ouais, caricaturer? ouais, non, non, c'est une très bonne question. Et oui, il y a une différence qui est énormissime. Et tu vois, moi, alors, je l'ai vu moi avec ma propre pratique, et je vais te parler déjà de ce que moi j'ai constaté sur ma propre pratique, et puis après sur ce que je constate au quotidien. Donc, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction,
dans la phase où je me suis présenté. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait faire beaucoup, beaucoup d'activités diverses et variées de sport, tu vois, de l'escalade, du vélo, comme je le disais tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que ça s'est grave mis au service de ma pratique gymique. Et il y a un truc qui est hyper intéressant, je pense que tu en as déjà entendu parler, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la fameuse règle des 10 000 heures d'entraînement, 10 ans et 10 000 heures pour faire un athlète de haut niveau. Euh, Aujourd'hui, moi, tu vois, je m'interroge sur est-ce qu'on parle vraiment de 10 heures et 10 ans de pratique encadrée, ou est-ce que là-dedans, on prend en compte la pratique délibérée? Et est-ce que là-dedans, la pratique délibérée, elle est plutôt mise de côté, donc c'est-à-dire qu'on part sur 10 ans et 10 000 heures d'entraînement encadré, plus de la pratique délibérée à côté. Tu vois, ça m'interroge vraiment. Ça m'interroge vraiment et j'aurais tendance à dire que cette pratique délibérée, elle a. Donc, quand je parle de pratique délibérée, c'est de la pratique autonome. C'est-à-dire où les gamins, ils vont tester, ils vont s'entraîner un petit peu par eux-mêmes. Par exemple, faire à la maison, faire dans le cadre, je sais pas, par exemple, de l'acrobatie, d'aller dans un trampoline park ou dans un truc comme ça. Voilà, c'est ça que j'appelle la pratique délibérée, où il n'y a pas un encadrement spécifique. Et où on se rend compte, en fait, que cette pratique délibérée, plus le temps il avance et plus je me rends compte qu'elle a un impact énormissime. Et donc, du coup, ça rejoint ta question en disant est-ce que l'encadrement, le cadre dans lequel les gamins ils évoluent, les stimulations qu'ils peuvent avoir dans le cadre familial, elle est importante, elle est capitale. Je me suis rendu compte que, tu vois, avec certains gamins qui, euh, qui ont des familles où ils font beaucoup de sport, alors pas forcément, mais je te parle du sport, mais c'est même pas forcément que du sport, où tu as des gamins, par exemple, qui vont être stimulés parce qu'ils vont aller à droite, à gauche, ils vont voyager, ils vont voir d'autres cultures, machin, etc. Et bah, tu te rends compte que c'est des gamins qui performent souvent beaucoup plus parce qu'ils ont une ouverture d'esprit, ils ont une capacité à traiter l'information qui est différente et qui derrière se met au service de leur pratique, mais de manière folle. De manière folle. Tu vois, pour l'anecdote, j'ai récupéré une famille, là, j'ai trois petites qui sont de la même famille, trois sœurs. Il y en a une qui, alors attends, que je te dise pas de conneries, il y en a une qui a 10 ans, 10 ou 11 ans, l'autre qui en a 12 et l'autre qui en a 14. Donc, tu vois, elles sont quand même assez rapprochées et c'est des gamines qui pratiquent du sport à côté de manière assez régulière, mais qui font pas que de la gym. Et c'est des gamines qui ont des qualités physiques, mon pauvre, qui sont hors normes. Alors que pourtant, le club dans lequel elles étaient avant, elles faisaient très peu de préparation physique. Et à côté, elles ne font pas forcément de la compétition, tu vois, dans les autres sports dans lesquels elles sont. Mais par contre, elles ont une curiosité. Voilà, c'est des gamines qui passent pas de temps devant un écran. Elles n'ont pas de téléphone ou quand elles ont le téléphone, le téléphone il est ultra encadré. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de tablette à la maison. Je dis pas qu'il faut vivre en autarcie totale, tu vois, mais il y a un vrai contrôle là-dessus. Et ça rejoignait ce que je disais tout à l'heure sur le cadre familial, où il y a des règles, il y a une rigueur, il y a de la discipline. Et ben voilà, tu vois, les gamines, elles ont l'habitude de faire du vélo, elles ont l'habitude de s'amuser dehors, elles ont l'habitude. Mais tu le vois de toute façon, tu vois, j'en discutais un petit peu l'autre jour avec un mec qui est prof de PS. Et tu vois, c'est un mec qui a de la bouteille, c'est un gars, tu vois, il est proche de la retraite. Et je lui demandais justement s'il avait vu la différence d'évolution, etc. Moi, je l'ai constaté déjà en très peu de temps, en 10 ans. Bah, alors lui il m'a dit, mais Thibaut, on est sur des écarts de motricité et de mouvement qui sont d'un autre temps. D'un autre temps. Il me dit, déjà, tu vois, un truc tout bête, mais il y a 25, 30 ou 40 ans, mais quand tu discutes avec tes parents, ils te disent quoi? Bah, nous, en cours de PS, bah, on avait le grimpé de corde. Tu vois, on devait grimper à la corde. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu n'as plus de corde. Tu n'as plus de corde dans un établissement scolaire. Tu n'as plus de corde à sauter dans une école, dans une école primaire. Je ne sais pas si tu as eu ça, mais moi, à mon époque, il y avait tu sais, des pneus qu'on faisait rouler, quoi, tu vois. Et c'est des trucs tout cons. Tu vois, ça peut paraître tellement bête d'avoir des pneus et de les faire rouler comme tu ferais rouler des cerceaux. Bah, maintenant, tu n'as plus ce genre de choses. Pourquoi? Bah, parce que la corde à sauter, tu comprends, on ne sait jamais, des fois qu'il y a un gamin qui se pend avec. Tu sais, il suffit qu'il y ait un cas qui arrive et puis en fait, on fait une généralité de tout. Les pneus, c'est trop sale pour les mains. Les bacs à sable, bah, les gamins, il ne faut plus qu'ils y aillent parce que tu as les chats qui font caca dedans. Bon, enfin, c'est bon, tu sais, à un moment donné, comment tu veux stimuler la créativité et, le plaisir à jouer dehors, le plaisir à créer, à innover et à se servir de son corps comme d'un jouet finalement, tu vois, comme de son propre jouet, bah, tu te rends compte qu'on a des gamins, alors je vais être un peu violent dans mes propos, mais moi, tu vois, aujourd'hui, je les appelle la génération des débiles moteurs, quoi, tu vois. Parce que tu te rends compte que tu as des gamins
qui ne savent plus se mettre accroupis. Puis même en termes de posture, ça se voit en termes de posture. Tu vois, tu as des gamins qui sont complètement effondrés sur eux-mêmes, qui ont une voûte, un pied qui est complètement inactif, une voûte plantaire qui est complètement écrasée dans le sol. Alors ça ne vient pas forcément que de l'activité physique, tu vois. Il y a aussi le fait que les chaussures soient de moins en moins adaptées et peut-être adaptables par rapport à la morphologie et par rapport surtout à l'activité qu'on en fait. Mais tu te rends compte que tu vois, l'ensemble de ces facteurs, tous réunis les uns aux autres, et tu te retrouves avec des générations où c'est compliqué. Tu fais vraiment de. Quand on parle des. Tu vois, aujourd'hui, moi, quand les gens ils me demandent, tu vois, j'ai presque même plus envie de dire que je suis entraîneur. J'ai presque plus souvent envie de dire que je suis éducateur sportif, parce qu'on fait plus de l'éducation aujourd'hui qu'on entraîne, hein, je te le dis, hein. C'est clair et net. Et du coup, par rapport à ce type d'adolescent que tu as en gymnastique, est-ce qu'il y a des types de qualités physiques que tu vas chercher à développer en priorité ou alors tu vas essayer de maintenir ou d'en développer d'autres? Comment tu t'y prends sur ce point de vue-là? Alors, si tu me le permets, je vais détourner un tout petit peu ta question. Si tu vas voir, on va en revenir à la même chose, mais je vais la détourner au sens où c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Est-ce qu'il vaut mieux plutôt miser sur les qualités d'un individu ou est-ce qu'il vaut mieux aller chercher ses faiblesses et finalement combler un petit peu ses faiblesses? Avec le temps, je me suis rendu compte que vu qu'on a, enfin, il faudrait avoir des volumes d'entraînement qui soient très, très, très conséquents pour arriver à combler les potentielles faiblesses d'un individu. Donc, ce que j'ai plutôt tendance à faire maintenant, c'est essayer de m'appuyer beaucoup plus sur les points forts, continuer à développer ces points forts et limiter un petit peu la casse de manière à ce que les points faibles soient les moins contraignants possibles, mais je ne cherche pas à en faire forcément des points forts. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée étant de me caler un petit peu sur les qualités de chaque individu, sur sa compréhension de l'activité, sur sa manière de produire un geste, et en fonction de ça, essayer de m'adapter et de pouvoir mettre, que ce soit une préparation physique et des entraînements en place qui soient les plus cohérents. Tu vois, par exemple, j'essaye beaucoup là depuis 1 ou 2 ans de travailler avec les profils psychologiques. Je ne sais pas si ça te parle. Tu sais, les couleurs rouge, vert, jaune et bleu. Donc, en fait, tu fais faire un test je fais faire un test à mes gamins. Alors après, moi, je ne leur fais pas faire le test parce que je connais bien les caractéristiques, entre guillemets, de chacune des couleurs. Et en fonction de chacune des couleurs, si tu veux, ça t'amène sur une manière de fonctionner. Donc, tu vois, par exemple, si je vais te prendre la couleur rouge, qui est ma couleur à moi, où on est des personnes très impulsives, où on a un vrai leadership, où on a besoin de challenge, de défis, on est des compétiteurs. Et ben, les séries que je vais faire à cette typologie de personnes vont être différentes peut-être d'une personne qui va être un petit peu plus réservée, quelqu'un qui aime bien prendre son temps, qui aime que le cadre soit bien établi, etc. Donc, en fonction de ça, tu vois, je vais faire varier mes séries. C'est-à-dire qu'un même exercice, en fonction des différentes couleurs, tu vas avoir des gamins qui vont très bien tolérer le volume, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire beaucoup de séries avec beaucoup de volume, et d'autres qui vont être sur une tolérance au volume qui va être très très faible, mais par contre qui vont parfaitement bien tolérer l'intensité. Donc je vais faire moins de séries, mais par contre à des niveaux d'intensité très élevés. Donc, je ne sais pas si ça te permet de visualiser un petit peu le truc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'individualisation. Donc, si tu t'attendais à ce que je te donne une recette un petit peu de ce que je fais de manière générique, je ne vais pas t'en donner. Pour la simple et bonne raison, c'est que la meilleure des méthodologies, c'est d'aller piocher un petit peu justement dans les différentes méthodologies qu'on connaît, qui sont à notre connaissance à nos jours, qui sont à notre connaissance de nos jours, pardon, et d'aller piocher un petit peu les différents éléments en fonction des différents profils que je vais avoir. Tu vois, par exemple, si tu as un gamin qui est très fort sur les membres inférieurs, bon, c'est un gamin sur lequel tu vas passer un petit peu moins de temps sur les membres inférieurs. Par contre, tu vas peut-être passer un petit peu plus de temps sur les membres supérieurs parce qu'on sera un petit peu plus, ça sera un petit peu plus handicapant pour cette personne-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à des hauts degrés d'individualisation, et en fonction de cette individualisation, ensuite, on va orienter le travail sur des outils, sur des méthodologies, etc., qui seront plus ou moins différentes.
Ouais, si, ça répond à la question. Et je sais qu'il n'y a pas de recette miracle. Mm. Mais question un peu plus, alors du coup, générale, mais je pense que du coup, tu pourrais avoir une question, enfin une réponse générale aussi. Par rapport aux spécificités des adolescents, aux fluctuations hormonales, le fait qu'ils peuvent grandir de manière assez rapide, est-ce qu'il y a des qualités physiques que tu vas chercher à développer en priorité par rapport à d'autres, par rapport vraiment à leur spécificité chez les gymnastes? Alors, ouais, alors je vais te dire chez les gymnastes, mais même je vais te l'étendre de manière un petit peu plus générale sur, sur ce qui devrait être fait, à mon sens, chez les enfants et chez les adolescents, quelque chose qui est très, très sous-estimé. La première chose que je vais faire, c'est que je vais développer les qualités de souplesse. C'est la première chose que je vais faire. Pourquoi? Parce que la souplesse va te permettre d'aller dans des amplitudes euh, plus ou moins importantes. Ton niveau de souplesse va déterminer la capacité à aller dans des amplitudes plus ou moins importantes. Ça va jouer forcément derrière sur ta mobilité. Et surtout, je vais spécifier sur la partie gym, c'est surtout que dans la partie gym, la souplesse est une qualité indispensable dans la production du geste. C'est-à-dire que la qualité de souplesse va être potentiellement une barrière qui va t'empêcher de réaliser certains éléments si tu ne disposes pas d'un niveau de souplesse suffisant. Dans d'autres sports, ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, en gymnastique, c'est le cas et peut-être encore plus que dans d'autres disciplines. Donc ça, c'est la première chose. Cette qualité de souplesse derrière, elle va te permettre également d'avoir une meilleure récupération parce que des fuseaux musculaires qui ont une capacité d'étirement qui est un peu plus important, ça va permettre derrière d'avoir une optimisation dans la récupération. On va pouvoir créer un petit peu plus de relâchement derrière post mise en tension. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et surtout, comme je disais, la capacité à aller dans des amplitudes plus importantes va nous permettre, en fait, on va pouvoir utiliser nos qualités de souplesse et les mettre au service du développement par la suite de la force. Si je te prends l'exemple de quelqu'un qui squatte, si tu as un niveau de souplesse et de mobilité au niveau de tes chevilles, au niveau de tes hanches qui est limitant, tu vas être forcément limité dans l'amplitude de travail dans laquelle tu vas aller. Donc, forcément, tu vas recruter peut-être moins de fibres musculaires et donc peut-être avoir un gain de force qui sera un petit peu moins significatif. Donc, la première chose, comme je disais, c'est la souplesse. La deuxième chose, bien évidemment, c'est la force parce qu'on a besoin, de niveaux de force en gymnastique qui sont importants. Comme je disais, on est vecteur de notre propre mouvement, pardon. Donc, on va s'auto-propulser, on va se déplacer dans l'espace grâce au mouvement de notre corps. Donc, ça va nécessiter des actions motrices et donc des niveaux de force, que ce soit de la force max, que ce soit de la force vitesse et par la suite même de l'endurance de force pour être en capacité de tenir un mouvement complet sur nos membres supérieurs ou sur nos membres inférieurs. Donc, ça va être les deux qualités primordiales. Et puis, bien entendu, la synthèse de ces deux qualités va nous amener à des qualités de coordination motrice, intra- et intermusculaire, puisque, comme je le disais, on est vecteur de notre propre mouvement. Donc, forcément, il va falloir qu'on arrive à coordonner des actions motrices spécifiques pour pouvoir déplacer justement notre corps dans l'espace. Donc, tu vois, pour résumer un petit peu la chose, on est sur ces trois facteurs-là, la souplesse, la force, et de la souplesse et de la force en découlent les qualités de coordination qui nous amèneront derrière à produire un geste plus ou moins complexe. Je rebondis un peu sur les qualités de souplesse. Je sais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout, on entend plein de choses sur le développement des qualités de souplesse. Comment toi tu t'y prends pour développer les qualités de souplesse et comment tu fais pour prendre le temps de s'étirer? Parce qu'en général, c'est quelque chose qu'on met un petit peu en dernier recours et qu'on finalement on le fait pas par manque de Ouais. temps. Comment tu t'y prends? Et par manque de temps, et d'ailleurs, c'est une grossière erreur parce que derrière, en principe, un athlète qui est raide sera peut-être beaucoup plus sujet à la blessure. Donc finalement, le temps que tu auras soi-disant perdu à faire de la souplesse, en fait, tu le regagneras derrière parce que tu as des personnes qui seront beaucoup moins blessées. Moi, tu vois, j'ai eu très très peu de blessures musculaires dans ma carrière. La seule grosse blessure que j'ai eue, c'est une rupture du tendon d'Achille. Mais bon, encore une fois,
Les impacts que nous impose la gymnastique fait qu'à un moment donné, ça peut nous amener à de grosses blessures comme ça. Mais par contre, tu vois, j'ai jamais eu de déchirure, jamais eu de claquage, jamais eu de, tu vois, de blessure à titre vraiment purement musculaire. Hem Et pour rejoindre donc du coup, ta question, ce qu'il faut déjà dissocier, c'est qu'aujourd'hui, on parle de souplesse, on parle beaucoup de mobilité. Ça, c'est la grande mode des dernières années. Hem, mais déjà, les gens ne sont pas forcément capables de bien définir, ce que peut être la souplesse, ce que peut être l'étirement, ce que peut être la mobilité. Donc pour refaire un point rapido, hem, la souplesse, c'est une qualité physique qui derrière va être entraînée de différentes manières. La première manière, c'est on va utiliser le travail d'assouplissement. Le but de l'assouplissement, ça va être de gagner de l'amplitude. C'est-à-dire que le but, ça va être d'assouplir le muscle pour pouvoir aller dans des amplitudes plus importantes. La plupart du temps, les gens confondent avec l'étirement. L'étirement, le but de l'étirement, c'est juste de venir mettre en tension le muscle, juste pour créer un relâchement. En fait, l'idée de l'étirement, c'est ce qu'on va faire, par exemple, post-séance. Tu vois, on a fait, par exemple, une séance de deadlift. Derrière, on va venir étirer ses ischios, mais de manière très douce. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher de grandes amplitudes, on ne va pas aller chercher un seuil de douleur, on va simplement venir mettre de la tension pour relâcher la tension musculaire justement qui aura été générée par notre séance de deadlift, pour derrière optimiser la récupération et les échanges, notamment les échanges sanguins. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut être capable de définir. La deuxième chose, c'est la notion de mobilité. Tu vois, aujourd'hui, les gens, ils te disent, je fais de la mobilité. Mais en fait, quand ils te montrent, ils ne font pas de la mobilité. Ils font plus de l'assouplissement ou de l'étirement que de la mobilité. La mobilité, c'est la capacité à générer de la force dans une amplitude importante. Donc, par exemple, si je mets mes bras au-dessus de la tête, que j'essaie d'ouvrir mes épaules fort vers l'arrière avec une barre au-dessus de la tête et que je dois être capable de contrôler cette barre, là, on est dans de la mobilité. Pourquoi? Parce que j'exerce de la force dans une amplitude importante. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien mettre en perspective. C'est que la mobilité et la souplesse, c'est pas les mêmes choses. On ne parle pas de la même chose. La souplesse se met au service de la mobilité, certes, mais ce ne sont pas les mêmes qualités au sens général du terme. Sur les méthodologies, encore une fois, ça va dépendre. Ça va dépendre de la pratique, ça va dépendre du moment auquel on va utiliser la méthodologie en question. Moi, aujourd'hui, tu vois, pour des gains d'amplitude sur de l'assouplissement, la méthode que j'utilise beaucoup, c'est beaucoup de travail en contracté-relâché. Donc, où tu vas venir contracter le muscle étiré, puis ensuite venir le relâcher pour avoir quelqu'un qui va venir t'étirer et venir dans une amplitude plus importante. Ça, pour moi, c'est la méthodologie qui, à l'heure actuelle, est la plus efficace en termes de gain d'assouplissement. Après, à savoir qu'il faut faire attention parce que ça peut vite être traumatique si c'est mal contrôlé, si c'est mal maîtrisé. Après, un travail que j'utilise également beaucoup, ça va être le travail balistique, le travail à base de battements, puisqu'on on va beaucoup le retrouver en gymnastique, mais c'est également un travail qui est très intéressant en termes de gain de souplesse, sans trop perdre sur la mise en tension, donc sans trop inhiber le réflexe. Putain, je perds mes mots. Myotatique. Le réflexe myotatique. Voilà, pardon, excuse-moi. Gros trou, sans trop inhiber le réflexe myotatique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, le réflexe myotatique, c'est ce qui permet en fait d'avoir un contrôle et c'est ce qui permet de venir freiner le muscle pour éviter qu'il aille dans une amplitude trop importante et qu'on arrive jusqu'à la déchirure. Et le problème, c'est que la déchirure ou au claquage ou une lésion musculaire. Le problème, c'est que lorsqu'on va faire de l'étirement dit passif, où on va rester très longtemps dans une période, dans un étirement passif, on va complètement inhiber ce réflexe myotatique, ce qui fait que derrière, lorsqu'on va avoir une contraction qui sera peut-être très violente, et ben, ce réflexe myotatique ayant été inhibé, ben là, on peut arriver à une blessure. C'est pour ça que très souvent, les gens disent oui, mais c'est pas bon de faire de la souplesse ou de l'assouplissement avant de faire une séance de force. Faux. Faux. C'est que ça dépend de la méthodologie qu'on va utiliser avant de pouvoir faire cette séance. Comme je disais, si on fait de l'étirement passif avant de faire une séance de force,
il y a très peu de chances pour que ça soit très, très délétère dans votre performance et même que derrière, ça puisse même amener à certains dangers de lésions musculaires importantes. Donc voilà un petit peu comment j'utilise les différentes méthodes. Et encore une fois, ça va dépendre aussi de la pratique sportive qui va être concernée. Est-ce qu'on va être sur de la gymnastique, Est-ce qu'on va être sur du foot? Est-ce qu'on va être sur du sprint? Et là, encore une fois, bah, forcément, les étirements et les assouplissements et les méthodologies et les exercices qu'on va utiliser bah, seront bien entendu différents les uns des autres. Bah, merci pour ces éclaircissements, parce que je pense que dans la tête de pas mal de monde, c'est un peu flou et comme tu l'as dit, Mm. on voit ça un peu partout, c'est à la mode, pardon, je fais de la mobilité, tout ça. Donc c'est vrai que là, du coup, ça éclaircit un peu. J'aimerais passer sur, du coup, une dernière partie sur la prépa chez les adultes. Est-ce que tu fais toujours ce travail de souplesse? Est-ce que vous t'entretiens la souplesse chez les adultes? Ouais. Ouais, d'autant plus chez les adultes parce que on sait que le corps a tendance à raidir de manière assez drastique lorsque le- lorsque l'étirement, lorsque les muscles ne sont pas étirés, ne sont pas sollicités. On sait que ça a tendance à raidir de manière un petit peu plus significative. Donc oui, on va entretenir ces qualités de souplesse. On sait par exemple que chez les filles, bah, il y a une modification du corps qui fait que ces qualités de souplesse vont amener un enridissement pour le coup, notamment au niveau du bassin. Bah, pourquoi? Parce que morphologiquement, les filles ont tendance à avoir des modifications au niveau du bassin, au niveau des hanches. Pourquoi? Parce que bah, pour pouvoir par la suite donner naissance à un enfant, bah, il faut que le bassin se modifie quelque peu par rapport à son état initial. Donc forcément, il va y avoir un enraidissement peut-être un petit peu plus significatif. Et puis, alors que chez les garçons, une fois qu'on a atteint un certain niveau de souplesse, si on l'entretient, normalement, il n'y a pas trop de modifications significatives. Mais oui, bien entendu, il va falloir maintenir la qualité de souplesse, donc il va falloir continuer à l'entraîner de manière régulière. D'autant plus que bah, forcément, plus l'âge augmente, plus la densité musculaire se fait importante. On parle très souvent du pic statural de croissance musculaire aux alentours de la trentaine chez les hommes. Chez les filles, je crois que c'est un petit peu moins. Donc forcément, bah, durant cette période, là, on va continuer à prendre de la masse musculaire. Donc, qui veut dire prendre de la masse musculaire, veut dire potentiellement créer des raideurs. Donc, il va falloir entretenir ces qualités de souplesse au même titre qu'on développe les qualités de force. Et puis, même si on parle outre l'aspect performance, parlons juste de l'aspect santé. Des personnes qui ont un bon niveau de souplesse, derrière, ont tendance à moins souffrir de pathologies chroniques type lombalgie, type douleur liée aux épaules, la capacité de mettre les bras au-dessus de la tête, etc., à se suspendre et toutes ces choses-là. Donc oui, bien entendu, on va continuer à développer de manière concordante avec le développement de la force, les qualités de souplesse. Est-ce que pour le développement de la force, vous faites des cycles de force ou d'hypertrophie avec des charges relativement lourdes? Alors, le travail de charge additionnelle, on en fait un petit peu en gym, mais finalement, de manière assez relative. Tu m'aurais posé la question il y a 3 4 ans, je t'aurais dit: «De toute façon, ça sert à rien qu'on fasse de la charge additionnelle». Aujourd'hui, j'ai beaucoup changé de point de vue, notamment avec le CrossFit. Je fais faire beaucoup de travail à charge additionnelle, notamment aux ados, tu vois, beaucoup de squats. J'ai une petite, tu vois, qui a squatté il y a peu de temps, 90 kilos, 14 ans, à 5 ans, à 48 à 48 kilos de poids de corps, tu vois? Donc un enfant, en fait, il est capable de tolérer à partir du moment donné. Par contre, je peux te dire que techniquement, c'était carré, hein. Je te parle pas d'un squat complètement dégueulasse, aller chercher un PR de manière complètement illusoire. Non, non, c'était très propre et très technique. Donc, tu vois, on peut arriver, même chez des enfants, à stimuler de manière très significative. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, c'est une gamine qui est qui tolère très bien la très haute intensité, mais sur très, très peu de récupération, très, très peu de répétitions. Donc, elle, j'utilise beaucoup la charge additionnelle et notamment de la haute intensité. Chez les adultes, on va avoir tendance à utiliser la charge additionnelle, tu vois, à partir de 16-17 ans, quand déjà les structures
ostéotendineuses seront un peu plus en capacité de le tolérer, notamment pour du renforcement un petit peu plus spécifique avec le travail aux anneaux, avec le travail de force spécifique, où là, on incorporera un petit peu plus de charge additionnelle. Mais finalement, c'est relativement peu utilisé parce qu'on peut déjà tellement faire des choses hyper intéressantes au poids de corps. Tu vois, après la charge additionnelle, quand on va l'utiliser, ça sera peut-être avec un gilet de lesté, avec 6-8 kilos, mais tu vois, ça sera vraiment le grand max, quoi. Donc, du coup, tu vois, on reste sur des charges additionnelles qui sont très, très faibles par rapport à ce dont on pourrait penser. Par contre, nous, en gymnastique, on utilise beaucoup le combo de ce qu'on appelle le travail bras fléchi, bras tendu. Donc, qu'est-ce que j'entends par travail bras fléchi, bras tendu? Bah, sur le travail bras fléchi, on va avoir les patterns de tirage et les patterns de poussée. Donc, pour résumer, le travail de push-up et le travail de pull-up. Et le travail bras tendu, où là, on va être sur tous les patterns de type adduction, abduction, antépulsion, rétropulsion, impulsion. Toutes ces choses-là qu'on va réaliser à titre bras tendu. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'en gymnastique, on fait beaucoup de travail bras fléchi pour le mettre au service du travail bras tendu. Parce que finalement, il y a très peu d'éléments qui sont réalisés bras fléchis en gym, alors que tous les autres, beaucoup de forces, par exemple, toutes les forces aux anneaux, que ce soit la croix de fer, que ce soit la position d'avion, la position de planche, back lever, front lever, etc. Toutes ces positions-là sont réalisées bras tendus. Donc, le travail bras fléchi va nous permettre de générer, entre guillemets, un travail d'hypertrophie sarcoplasmique. Et ensuite, que derrière, on va pouvoir mettre au service du travail bras tendu sur les situations beaucoup plus spécifiques, attraites à la gym. Donc, voilà un petit peu comment on va organiser ça. Après, tu posais la question des cycles. Oui, en gym, on travaille énormément sur des cycles. D'ailleurs, c'est ce qui fait un petit peu notre particularité, ce qui fait qu'on est plutôt pas mauvais du tout en termes de programmation, c'est qu'on a une vraie structuration et une vraie planification très organisée, très méthodique sur des cycles, sur macrocycles, microcycles, mésocycles, etc. Tu vois, c'est très réparti. On va partir sur des périodes assez larges et ensuite on va réduire l'entonnoir, en fait, si tu veux, pour rentrer dans des choses spécifiques et très, sans même parler de spécifiques, mais en tout cas très étagées dans la progression, dans l'évolution sur une saison. Alors, ce qui simplifie un petit peu les choses, c'est qu'on est sur une programmation en principe assez linéaire en gymnastique parce qu'on a des jalons qui sont très établis. Donc, on sait la période sur laquelle il va falloir qu'on soit bon. Donc, ça nous permet de le planifier de manière un petit peu plus pratique avec une programmation linéaire au sens général du terme. Ce qui ne veut pas dire que dans cette programmation linéaire, on ne va pas inclure un petit peu de planification ondulatoire dans certains cycles, puisque il va falloir s'adapter, mine de rien, aux états de fatigue, etc. Et du coup, la périodisation ondulatoire peut être une belle et bonne alternative au sein d'une programmation linéaire sur certains moments dans l'année. Ok. Est-ce qu'il y a des blessures fréquentes chez les gymnastes? Et si oui, quel type de... Est-ce que vous mettez en place des protocoles, entre guillemets, de prévention de blessures? Alors, la gym est un sport extrêmement traumatique. Ça, c'est une certitude. Traumatique sous tous ses aspects, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des hanches, des épaules, particulièrement au niveau des épaules, notamment chez les garçons, parce qu'on va passer 80% de notre temps sur notre train supérieur, donc sur notre ceinture scapulaire, qui va jouer, en fait, étant donné qu'on est en gymnastique dans un sport à motricité inversée, en fait, nos épaules vont jouer le rôle de nos hanches. Sauf que structurellement parlant, nos épaules ne sont pas faites à l'origine pour pouvoir tolérer des contraintes telles que nos hanches sont capables de les tolérer. Donc, il va falloir adapter un petit peu toute cette structure au niveau de la ceinture scapulaire, que ce soit sur le plan tendineux, musculaire, cartilagineux aussi également, notamment chez les plus petits. Il va falloir être très vigilant là-dessus. Donc, en fait, l'idée, ça va être vraiment de prévenir au mieux la blessure. Ce qui ne veut pas dire qu'on va l'éviter, ce qui ne veut pas dire que derrière, on ne va pas avoir des phénomènes inflammatoires avec des tendinopathies, avec ce genre de choses-là. Mais l'idée, justement, ça sera d'arriver à trouver un subtil équilibre entre le développement de la force, entre le développement de la souplesse, limiter les traumatismes. Aujourd'hui, on se retrouve avec des outils qui nous permettent
que ça soit moins traumatisant, de pouvoir faire plus de répétitions avec moins de traumatisme, l'évolution du matériel, notamment avec des agrès qui sont plus dynamiques, avec des tapis qui sont beaucoup plus absorbants en termes de choc. L'évolution du sport fait que avant, sur certains agrès, il y avait certains tapis de réception et aujourd'hui, on en a rajouté pour éviter justement les traumatismes récurrents et surtout trop violents. Je serais tenté de te dire les blessures qui arrivent très souvent à partir d'un certain niveau, c'est tout ce qui va être les croisés, ce qui va être rupture du tendon d'Achille. Pourquoi? Parce qu'on est sur un niveau acrobatique qui est de plus en plus élevé, avec un matériel qui permet de faire des acrobaties de plus en plus importantes. Et du coup, ce qui forcément impacte de plus en plus le corps, notamment sur les chocs et sur les impacts, sur les réceptions notamment, avec, comme je te disais, une recrudescence des ruptures du tendon d'Achille. Alors, ça peut notamment s'expliquer par le fait qu'avant, si tu veux, le matériel, le sol notamment, on était sur un plancher avec des tampons. Donc, il fallait chercher une souplesse de cheville assez importante pour ensuite venir dérouler le pied de manière dynamique. Alors que maintenant, on est sur un praticable à ressort. Et justement, ce praticable à ressort cherche à viser l'effet inverse, où il va falloir qu'on raidisse et qu'on durcisse la cheville au maximum pour exploiter au maximum l'impact des ressorts. Mais ce qui demande justement certaines adaptations. Et ça prend un petit peu de temps, le temps que les gens et les athlètes s'adaptent. Avant, on travaillait sur la souplesse de la cheville, mais non, on a tendance à plutôt venir la raidir pour qu'elle soit capable d'exploiter au maximum le potentiel du praticable. Ok, et du coup, vous mettez pas particulièrement en place des protocoles pour, je sais pas, renforcer les épaules ou ce genre de choses? Ou ça se fait Alors naturellement à si, travers le travail au poids si, de tu vois, corps? on va avoir, on va avoir des protocoles. Alors, sans parler même forcément de protocoles, on va avoir des petites routines, des petites routines d'activation, des routines de renforcement, notamment, tu vois, pour les épaules chez les masculins. Nous, en gym, on a toujours tendance à fortement, très fortement solliciter les chaînes antérieures. Par contre, on sollicite très peu la chaîne postérieure, notamment au niveau des épaules. Donc, ce qui peut certaines fois amener à certains équilibres. Tu vois, moi, j'ai eu des petites inflammations liées à ça, de par un déséquilibre entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Donc, la souplesse et certains protocoles, certains renforcements spécifiques vont nous permettre de rééquilibrer un petit peu les chaînes. Mais si tu veux, l'idée, ça ne va pas forcément être d'être sur des protocoles, mais d'être sur des protocoles comment dirais-je, préventifs, mais on va plus être sur des protocoles qui vont nous permettre de minimiser au maximum les déséquilibres qu'on va pouvoir avoir entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. L'idée, elle est plus de venir gommer des déséquilibres plutôt que de dire on attend qu'il y ait la blessure et puis ensuite, une fois qu'il y a la blessure, il y a des protocoles ou tout du moins faire des protocoles. Tu sais, moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec les protocoles, etc. Pourquoi? Parce que chez certaines personnes, ça va très bien marcher, chez d'autres, ça ne marchera peut-être pas forcément bien. Ça va dépendre de l'intention que tu vas mettre. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte qu'aujourd'hui, dire qu'on met certains protocoles en place, ça paraît un petit peu compliqué. Si tu voulais, tu vois, que ton protocole soit vraiment efficace et sur lequel tu voulais être sûr qu'il y ait des résultats vraiment probants, il faudrait que tu maîtrises également tout l'environnement de l'athlète de manière de A à Z, tu vois. C'est-à-dire que tu maîtrises son sommeil, que tu maîtrises son hydratation, que tu maîtrises son alimentation. Donc, il faudrait que tout le monde soit sur la même base de données et sur la même base de considération sur tout l'environnement extérieur, pardon, pour pouvoir être sûr que ton protocole soit fiable et cohérent chez toutes les personnes. Donc, te dire qu'il y a des protocoles, non. Néanmoins, on met en place des routines d'activation, des routines de rééquilibrage ou tout du moins des routines de renforcement qui tendront à limiter justement les différents les différences entre la chaîne postérieure et la chaîne antérieure. Les déséquilibres, Ok, c'était le mot que je cherchais. d'accord. Est-ce que, avant de conclure, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose, que ce soit chez l'enfant, l'ado ou ou chez l'adulte, quelque chose qu'on n'aurait pas forcément évoqué? Alors, je vais pas forcément rajouter quelque chose sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué parce que tes questions étaient très pertinentes et du coup, ça nous a permis d'évoquer pas mal de choses.
je vais être plus général sur la notion de préparation physique, d'entraînement, etc., pour les auditeurs qui vont nous écouter. Il ne faut jamais perdre de vue le fait qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature. Ça, c'est le premier élément que j'aurais envie de dire. Mais plutôt, l'adulte est un enfant qui a grandi, tu vois. Donc, il faut rester dans ces paramètres de données-là. Et surtout, ne jamais oublier qu'un adulte reste un enfant à part entière, comme je disais, un enfant qui a grandi. Et donc, du coup, l'aspect ludique, l'aspect analytique des choses, c'est-à-dire amener les gens à une réflexion et à comprendre ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en place, pour moi, c'est quelque chose de capital et d'hyper important parce que ça leur permet de mieux tolérer, de mieux accepter. Tu sais, avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément les enfants qui toléraient le moins la préparation physique, mais plus les adultes. Plus les adultes, et pourtant, c'est eux qui ont le degré de réflexion qui est le plus avancé, qui sont censés avoir le degré de réflexion le plus avancé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un athlète, quand il vient te voir et te dire moi, j'ai besoin que tu me fasses de la préparation physique, le mec, c'est lui qui vient te voir, tu vois. C'est lui qui vient te voir, donc c'est lui qui vient te chercher pour que tu puisses derrière le préparer. Et pourtant, c'est pas lui qui va le mieux le recevoir. Donc, il va falloir être malin, il va falloir user de stratagèmes un petit peu pour pouvoir les amener sur une voie qui soit pas la plus agréable possible, mais en tout cas qui soit la plus acceptable possible et que la personne puisse s'impliquer au maximum là-dedans. Et puis, la dernière chose que j'ai envie de dire, je pense que les personnes qui écouteront cet épisode l'auront compris, mais n'oubliez jamais que l'individualisation est quelque chose de capital dans l'entraînement. Il faut vraiment individualiser l'entraînement. C'est quelque chose vraiment de capital. Ok. Petite dernière. Ça a bugué, je ne sais pas si tu m'as entendu. Je ne sais pas si tu as bien entendu ce que j'ai dit parce que visiblement la vidéo a planté. Mais Non, c'est bon. ok, bah, J'ai entendu. c'est moi qui dois avoir un lag. Donc voilà, donc tout ça pour dire, voilà, cherchez vraiment à individualiser au maximum vos pratiques. Chaque individu interagit de manière différente. Il ne faut pas avoir peur d'aller piocher à droite à gauche dans les différentes méthodologies pour pouvoir progresser. Ok. Dernière petite question avant de conclure. Est-ce que tu as une anecdote ou une expérience à nous partager que tu as pu avoir avec un sportif ou une sportive ou par rapport, toi, à ton passé de sportif, voilà, une expérience enrichissante ou quelque chose de positif a pu en ressortir? Euh, il y en a tellement dur de répondre à cette question. Euh, pff, non, franchement, il y en a tellement. Après, je vais essayer de te prendre un truc qui pourra aider, je pense, les auditeurs qui nous écoutent dans leur compréhension du métier d'entraîneur et de préparateur physique. Euh, il faut ne jamais. Je pense que ce qui est hyper important, c'est qu'il ne faut jamais se réduire à ce qu'on pense être capable de faire. Parce que c'est tout de suite se créer des barrières. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher un petit peu, tu vois, des compétences à droite et à gauche et pas se fermer uniquement dans la discipline dans laquelle on se trouve. Tu vois, pour parler d'anecdote, bah, c'est qu'en fait, moi, avant d'aller dans le milieu du CrossFit, il y avait plein d'outils que je n'utilisais pas ou en tout cas que je sous-estimais complètement, tout simplement par manque de connaissances, tout simplement par manque de maîtrise. Ce qui fait que derrière, bah, le jour où je me suis ouvert un petit peu ce champ des possibles, et bah, j'ai pu enrichir, comme je parlais tout à l'heure de boîte à outils, j'ai pu enrichir ma boîte à outils. Et ce qui fait que derrière, et bah, tu peux arriver à proposer des choses encore plus pertinentes autant à tes athlètes qu'à toi-même dans ta manière de t'entraîner, parce que je pense que c'est capital pour un entraîneur de continuer à s'entraîner. Comme le disait mon pote Aurélien Broussal, un entraîneur qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Mais je partage complètement ce point de vue parce que tu te retrouves avec des gens qui, en fait, euh, testent des choses ou s'appuient juste sur des études, mais derrière, sans avoir vraiment jamais testé et approuvé un petit peu ce qu'ils font. Donc, je pense que, tu vois,
l'anecdote, ça a été vraiment d'être allé dans le CrossFit et de me dire putain, mais comment j'ai pu passer à côté de certaines choses qui sont tellement intéressantes et tellement enrichissantes. Je pense que, alors c'est pas vraiment une anecdote, hein, je suis désolé, c'est peut-être pas forcément ce que tu attendais, mais des anecdotes, en fait, j'en ai tellement. Je sais pas laquelle serait la plus importante, mais en tout cas, je pense que cette anecdote de dire, d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe pour s'ouvrir un champ des possibles, je pense que c'est peut-être la meilleure chose que je puisse te proposer, en tout cas proposer aux personnes qui vont nous écouter sur ce podcast. OK, bah, c'est bien parce que je partage complètement ce point de vue et je pense que c'est hyper enrichissant d'aller voir, ou même d'aller voir ce que font les autres, que ça soit dans telle discipline ou Mm. vraiment de pas rester dans son sport, mais bel et bien d'aller, s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs. Écoute, Complètement. je te laisse le mot de la fin pour conclure le podcast. Eh ben écoute, en tout cas, je te remercie. C'était un podcast hyper intéressant, avec des questions à la fois très simples, mais à la fois très pertinentes qui permettent peut-être aux gens de découvrir un petit peu ce que c'est que le métier d'entraîneur de gymnastique, à la fois sa complexité, à la fois sa singularité, euh, la richesse de ce qu'on peut trouver dans mon métier au quotidien. C'est un métier sur lequel tu vois, ça fait 12 ans que j'entraîne vraiment de manière professionnelle, donc c'est vraiment mon métier. Il n'y a jamais un seul jour où je me suis levé, tu vois, en disant putain, demain il faut que j'aille au boulot ou aujourd'hui il faut que j'aille au boulot. Ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire mais en fait, moi, je bosse pas, tu vois. Je bosse pas parce que c'est tellement passionnant mon métier. Alors, c'est un métier qui est difficile, hein, il faut pas se voiler la face. Ça demande beaucoup de sacrifices et beaucoup de temps consacré. On ne gagne pas forcément très, très bien notre vie. Néanmoins, bah, derrière, c'est quand même beaucoup de satisfaction parce qu'on sait qu'on aide des gens, on les accompagne dans des parcours de vie, dans des chemins de vie qui soient sportifs, mais surtout à côté, tu vois, quand tu te retrouves, là pour le coup, ça va être une petite anecdote avec des gymnastes, tu vois, avec lesquels moi je me suis entraîné, que mon père entraînait il y a 15-20 ans et qui aujourd'hui bah, reviennent, ramènent leurs enfants et puis elles se disent bah, tiens, moi, je reprendrai bien la gym. Tu vois, c'est en fait quand tu as ce genre d'exemple-là, bah, c'est que tu as réussi ta mission, tu vois, de dire bah, en fait, tu as marqué ces personnes-là dans leur vie de telle manière à ce qu'en fait, 15 ans après qu'elles aient arrêté leur pratique sportive, bah, en fait, elles reviennent et elles se mettent même le défi de faire une compétition. Donc, tu vois, moi, c'est ce que je kiffe vraiment dans mon boulot. Et je pense qu'il faut, c'est avant tout un métier à la fois de passion, mais à la fois aussi de partage. Tu vois, si tu n'as pas envie de partager, si tu n'as pas envie d'échanger, si tu n'as pas envie d'être à l'écoute des gens, il ne faut pas faire ce métier, quoi. Tu vois, c'est pas. Et là, je parle dans la gym, mais je parle dans tous les métiers, hein, que ce soit dans le coaching sportif de manière plus générale, dans l'entraînement de manière globale. Il faut être vraiment un vrai passionné, il faut aimer chercher, il faut aimer sans arrêt se former, repousser les limites, que ce soit sur le plan de tes connaissances, sur le plan vraiment technique et physique, mais aussi, tu vois, sur tous les aspects psychologiques, etc. Aujourd'hui, tu vois, les aspects psycho, c'est quelque chose d'hyper important qu'il faut prendre vraiment en compte, sur lequel moi j'essaie de beaucoup avancer, de beaucoup progresser, d'essayer de suivre un petit peu les avancées aussi sociétales et de s'adapter un petit peu à tout ça. Donc voilà, c'était mon mot de la fin. En tout cas, merci, mille merci pour ton invitation. C'était un moment très plaisant, une très bonne discussion. Donc en tout cas, merci à toi. Bah, merci à toi également. Si les auditeurs veulent te retrouver, t'es un petit peu partout, je pense? Ouais, alors très actif. Alors très actif, pour le coup, ces dernières semaines, j'ai pas été très actif, mais en tout cas, en principe, je suis très actif sur Instagram. Donc Thibaut Soubera, je t'enverrai le lien si tu le souhaites. J'ai également une page secondaire sur tout ce qui est programmation, CrossFit, etc. TS Gymnastics Concept. Donc pareil, je t'enverrai le lien. Et également une chaîne YouTube sur laquelle je publie énormément, énormément, énormément de contenu gratuit. Donc si vous voulez aller le retrouver, n'hésitez pas. Et puis bien entendu, bah, j'ai un site internet ts-gymnasticconcept.com qui est très orienté justement sur le CrossFit parce que c'est ce que j'essaye de développer sur ces derniers temps. Donc voilà. OK, bah, écoute, je mettrai les liens dans la description du podcast, comme ça, ceux qui souhaitent aller voir un peu ce que tu proposes, ils pourront aller jeter un coup d'œil. Je Pas te de souci. remercie encore une fois, Thibaut, et puis je vous dis à la prochaine. Salut.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.